Bonjour, bienvenue à la Fondation Louis Vuitton. Aujourd'hui, nous avons une exposition sur le pop art et sur Tom Wesselmann. Je suis Margot et mon collègue Esteban. Nous sommes médiateurs à la Fondation et nous allons vous présenter cet étage. Alors bonjour et bienvenue. C'est vrai que l'exposition se propose de retracer un peu l'histoire de ce mouvement qu'on connaît tout de même assez bien, le pop art, mais tout de même en prenant une figure en particulier qui est vraiment associée au mouvement dès ses origines, c'est-à-dire cet artiste qui s'appelle Tom Wesselmann. Et l'exposition justement se propose plutôt à ses débuts de retracer donc, dans tout cet étage l'histoire du mouvement et puis de développer toute l'œuvre de Wesselmann. Donc c'est aussi une exposition qui est une rétrospective en soi. D'ailleurs, l'exposition ici même nous accueille avec une œuvre assez conséquente de Tom Wesselmann que vous avez ici, qui s'appelle une Great Standing Still Life. Mais c'est peut-être s'avancer un tout petit peu, parce que c'est une œuvre qui vient un petit peu plus tard, dans les années 70, mais qui justement accueille assez majestueusement le spectateur dans l'exposition. Ça nous donne un petit peu une idée du grandiose, comme on peut se faire une image un peu des États-Unis, de ce pays très grand, où on voit tout en grand. Et justement, on peut aller voir une autre nature morte de Tom Wesselmann, qui nous introduit bien justement à ce mouvement qu'est le pop art. Oui, qui est plutôt des débuts, donc c'est parfait pour justement embrayer avec le début du mouvement. Alors effectivement, le pop art, c'est un mouvement qui va vraiment voir le jour au Royaume-Uni dans les années 50, mais qui va vraiment plutôt se développer aux États-Unis dans les années 60. C'est vraiment là que ça va prendre racine et c'est cette période-là, ce mouvement artistique-là qu'on connaît le plus. Ici, dans la salle où on arrive, et en règle générale, on associe toujours le pop art à un mouvement typiquement américain. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'icônes typiquement américaines qui apparaissent dans ces œuvres, mais le mouvement naît justement en Angleterre avec des artistes comme Richard Hamilton, par exemple, Eduardo Paolozzi, qui sont vraiment presque des prototypes des artistes pop. D'ailleurs, j'aime beaucoup prendre la description que faisait Hamilton du mouvement pop pour vraiment introduire pleinement dedans. Il récitait un peu cette liste, un peu comme une liste de courses, en disant que le pop art, c'était un art qui devait être populaire, éphémère, peu coûteux, produit en série, sexy, jeune, spirituel et de grandes affaires. Et je pense que cette liste donne une idée assez claire et précise de ce que le mouvement, justement, emploiera comme ingrédient caractéristique. Oui, effectivement, le pop art, c'est vraiment un mouvement qui est un mouvement de la réalité, un mouvement qu'on peut presque caractériser d'historique. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de débats à l'époque qui visaient à dire que le pop art était ce qu'on appelle du low art, donc un art plutôt bas, en comparaison avec le high art, donc un art qui a un peu plus de valeur, qui est un petit peu plus intellectuel. On peut faire un parallèle, même ceci dit, avec la BD, qui était un genre littéraire à ce moment-là, qui a été un peu caractérisé comme un genre moindre, un petit peu pour les illettrés. Il me semble que Lichtenstein disait à un moment donné qu'on lui avait dit que la bande dessinée, c'était de la littérature pour illettrés, quelque chose comme ça. Tout à fait. Et donc, il y a un petit peu cette idée-là aussi avec le pop art. Et c'est ce qu'on a notamment devant nous. C'est vraiment un art de la réalité. Vous le voyez sur cette œuvre-là. Donc là, c'est une nature morte de Tom Wesselmann, l'artiste sur lequel on fait un focus avec cette exposition. Et qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit beaucoup de symboles liés aux États-Unis. Vous avez le portrait du président, George Washington, qui est le premier président des États-Unis. Vous avez cette bouteille de whisky. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas le whisky irlandais, c'est bien le whisky américain. Et comment on le reconnaît ? Eh bien, vous voyez qu'entre le K et le Y, il y a un E. Alors ça, on ne va pas rentrer dans l'histoire du whisky, mais ça a été une différenciation dans l'orthographe qui a été faite il y a un certain nombre de siècles pour différencier la production irlandaise d'écossaise. Et eux, les Américains, se sont plutôt rattachés à l'histoire irlandaise et ont donc bien différencié leur production des autres pays. On a aussi bien sûr ce morceau de viande qui est très typique aussi de l'alimentation américaine. Et vous avez aussi ce paysage qui pourrait paraître comme ça innocent, mais qui ne l'est pas, puisqu'on reconnaît bien l'architecture des fermes aux États-Unis. Vous voyez ce toit, et vous voyez la nature qui est pleine de fleurs. On est en période de printemps, donc c'est la Renaissance, c'est le renouveau. Pourquoi est-ce que l'artiste montre ce paysage ? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes dans une période qu'on appelle les 30 Glorieuses. C'est une période historique qui est de 1945 à 1975 et qui se caractérise justement par l'abondance, par le renouveau, par la Renaissance, avec les États-Unis qui va rayonner dans le monde entier avec son économie et le soft power. D'ailleurs, peut-être une dernière chose à propos de l'œuvre, parce qu'ici, justement, il y a le drapeau américain. Tom Wesselmann, à un moment donné, vraiment dès ses débuts, quasiment dit que le sujet de son travail, ce sera l'histoire de l'art, mais il n'en dit pas moins qu'il veut américaniser des sujets historiques et traditionnels de la peinture, comme justement le nu et la nature morte. Et il vient même à raconter qu'à un moment donné, il fait un rêve dans lequel il voit qu'il doit employer les couleurs du drapeau américain dans toutes ses compositions. Et peut-être juste une dernière chose aussi, c'est une œuvre qui emploie le collage, et le collage, c'est une technique qu'on retrouve partout dans le vocabulaire des artistes du pop art.
et sous toutes ses formes. Ici, vraiment avec des publicités, mais bientôt peut-être avec des objets directement que les artistes colleront directement dans leurs œuvres. Peut-être qu'on peut se rapprocher d'un artiste qui vient un tout petit peu avant, d'une figure que certains historiens décrivent même comme l'un des pères du pop art. Alors, devant vous, vous avez une œuvre de Jasper Jones. Jasper Jones, c'est vraiment une figure très chouette, très importante dans l'histoire de l'art. Il faut garder à l'esprit que souvent, quand on parle de mouvement, c'est un mot valise que les historiens aussi emploient pour essayer de réunir des artistes selon les affinités communes qui les caractériserait. Et curieusement, Jasper Jones, c'est une figure qui a le même âge que des figures comme Andy Warhol, Lichtenstein, Wesselmann, donc la même génération, mais qu'on n'associe pas au mouvement nécessairement, puisqu'on va justement dire que c'est une figure qui va permettre de faire une liaison, un lien ou un pont entre l'expressionnisme abstrait, qui est vraiment le premier mouvement significatif dans l'histoire de l'art aux États-Unis, donc des figures comme Pollock, comme de Kooning par exemple. Et ce qui va justement être très important dans son apport, c'est qu'il va garder une certaine expressivité dans la touche, puisqu'il emploie de l'encaustique, un mélange de cire fondue et de pigments, donc qui laisse un certain empattement, mais justement c'est l'attitude par rapport au sujet qui va être très importante. C'est-à-dire que Jasper Jones va prendre des objets qui sont des objets que l'on reconnaît, que l'on distingue, et qu'il va vraiment reproduire tels qu'on les connaît tout simplement. Donc c'est cette attitude par rapport à l'objet qui va être très féconde pour les artistes du pop, qui eux-mêmes aussi vont commencer à prendre des objets tels qu'on les connaît, tels qu'on les reconnaît. Et c'est cette attitude un peu distanciée par rapport au sujet qui va être très importante pour les artistes qu'on va voir dans l'exposition. Oui, tout à fait. Et vous comprenez un petit peu mieux maintenant pourquoi est-ce qu'on parlait de low art, un art bas. C'est justement parce que les artistes reprennent des éléments du quotidien qu'ils vont reproduire. Et donc, l'imagination, la création, selon certains historiens de l'art et une partie du public, passe au secondaire. C'est pourquoi on l'appelle le low art. Mais ce qui est intéressant, effectivement, avec ce drapeau des États-Unis qui est existant, c'est le nombre d'étoiles. Si vous êtes bon en mathématiques, vous ferez le calcul et vous constatez qu'il y a 48 étoiles. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y en a 50. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cet écart ? Eh bien, tout simplement parce qu'en 1958, Alaska et Hawaï ne font pas encore partie des États-Unis. Ce sera seulement l'année d'après, donc en 1959, qu'ils vont intégrer les États-Unis en tant qu'État. Tout de même, il faut préciser que Alaska faisait déjà partie du territoire américain, mais comme un territoire, non pas comme un État, puisqu'il avait été acheté aux Russes en 1867. Et comme on est sur le thème des États-Unis et qu'on a parlé quand même de quelque chose de plutôt positif, avec cette période d'abondance, avec un renouveau dans l'art, avec effectivement l'expressionnisme abstrait qui marque un changement majeur dans l'art, puisque l'avant-garde n'est plus à Paris, mais maintenant elle est à New York avec ce mouvement. Et bien si on reste un petit peu sur ce motif du drapeau, vous voyez cette œuvre-là de Hendrix, qui est un des seuls artistes qui est un petit peu plus critique par rapport à ses homologues, puisqu'effectivement le pop art n'est pas un art critique. Ça ne va pas non plus glorifier, mais ça montre tout simplement la réalité. Et il y a certains artistes comme Hendrix qui, eux, vont un peu plus pointer du doigt certaines réalités, et notamment cette période caractéristique de l'histoire des États-Unis, qui est la ségrégation. Il y a eu des lois qui ont été héritées d'après la guerre de sécession, etc., qui ont visé à dire qu'il n'y avait plus l'esclavage, qu'on pouvait vivre ensemble, mais de façon séparée. Donc on ne va pas dans les mêmes hôtels, on ne se marie pas entre noirs et blancs, etc. Il y a vraiment une séparation des communautés, des populations. C'est ce que l'artiste pointe du doigt, mais pas seulement. Il va aussi pointer du doigt la guerre du Vietnam, puisqu'effectivement, vous avez des milliers de jeunes hommes qui reviennent décédés du front. Et donc, ce qu'il vous montre, c'est un drapeau endeuillé, un pays endeuillé, qu'il va symboliser, qu'il va donner une métaphore avec justement ce voile noir qui est posé dessus, comme le voile que vous portez lorsque vous êtes endeuillé. Et le voile qui cache aussi, non ? Et qui dissimule aussi l'envers du décor. Voilà, effectivement, l'idée qu'il y a le Great American Dream, mais il y a aussi l'American Nightmare. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est exactement ce qu'on retrouve avec le travail de David Hammons. Donc, comme vous l'aurez remarqué, les œuvres qui nous accueillent sont aussi celles qui reprennent le premier icône du pop art américain, donc le drapeau tout simplement. Et avec cette œuvre, justement, Hammons reprend les couleurs d'un drapeau qui apparaît en 1920 à peu près. C'est une figure qui s'appelle Marcus Carvey, excusez-moi, qui justement va faire un drapeau qui est un drapeau plutôt pour la lutte des droits des Afro-Américains. Et justement, avec cette œuvre, Hammons fait un détournement, et donc justement cette logique du détournement de la citation, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup avec les artistes du pop art, puisqu'il y a cette volonté de faire des citations qui permettent aux spectateurs tout simplement de s'identifier, de reconnaître un élément qui leur renvoie à un imaginaire collectif aussi. Et ici justement, il détourne les couleurs de ce drapeau, qui était un drapeau qui s'appelle le drapeau pan africain, pour faire cette
African American Flag, qui justement reprend les mêmes codes couleurs du drapeau pan-africain, mais avec la structure, la forme du drapeau états-unien. Et donc justement, les couleurs ont une symbolique aussi qui leur est associée, attachée. Le vert pour la couleur de la terre des ancêtres, les bandes noires pour la couleur de peau, évidemment, et puis les bandes rouges pour la couleur du sang versé. Oui, tout à fait. Il y a quand même par-ci par-là des artistes du pop art ou des héritiers de ce mouvement. C'est le cas effectivement d'Ammons, qui vont un petit peu s'emparer de questions qui sont un peu plus brûlantes. Et on peut justement aller voir de ce côté-ci, puisque cette salle-là regroupe un certain nombre d'artistes femmes, parce que c'est vrai qu'elles ont été considérablement oubliées de l'histoire de l'art. Donc nous avons Evelyn Axel, qui est une artiste belge, nous avons Marjorie Strider, nous avons aussi Roselyne Drexler. Et de quoi est-ce qu'elles nous parlent, ces artistes? Eh bien, beaucoup de la représentation de la femme, puisqu'effectivement, dans le pop art, la femme est considérablement représentée comme un objet de consommation. Puisque, comme on l'a un petit peu introduit, le pop art est aussi symptomatique d'une période, de ces 30 glorieuses, avec le consumérisme, la nouvelle société de consommation, etc. Et où on met en avant des marques comme Coca-Cola, Lucky Strike, 7-Up, etc. Et la femme, tout comme ces objets, devient consommable. Donc il y a certaines peintures qui, effectivement, peuvent un peu mettre mal à l'aise, puisque ce sont des femmes qui sont sexualisées, c'est-à-dire qu'on leur attribue surtout une valeur liée au sexe, au désir, au fantasme. Mais il y a tout de même des artistes qui sont un petit peu plus critiques, encore une fois, si on reste dans cette bulle-là, notamment Roselyne Drexler, on peut s'approcher de cette œuvre. Elle va un peu pointer du doigt justement cette réalité, et notamment en s'inspirant du cinéma. Elle constate en regardant des films qu'il y a de nombreuses scènes qui sont problématiques, où on va notamment un petit peu glorifier l'amour toxique, et où il y a parfois une figure masculine qui va comme ça se montrer imposante, menaçante, et c'est tout à fait ce qui est représenté sur cette œuvre. Et on peut faire un lien justement avec l'idée que le pop art est lié à la BD, au cinéma, à la photographie, etc. Oui, complètement. Vraiment le registre dans lequel tous ces artistes vont puiser pour construire leur vocabulaire. Alors, typiquement, on pense à des artistes comme Warhol ou Lichtenstein. Et d'ailleurs, comme on a la peinture de Lichtenstein qui est juste derrière, peut-être qu'on peut s'en rapprocher pour développer cet aspect ou ce caractère dans leur travail, puisque à l'origine, et je pense que c'est curieux et intéressant de le savoir aussi, beaucoup de ces artistes sont des artistes qui viennent du monde de l'illustration, Warhol venait de la publicité, et justement vont vraiment exploiter ce monde des images, ces images que l'on reconnaît très aisément, qui sont véhiculées partout, comme tu le disais aussi, les années 60, c'est le moment qui marque l'avènement de la classe moyenne, beaucoup de foyers vont commencer à avoir des télévisions, les journaux qui véhiculent toutes sortes d'images, et c'est justement ce registre que ces artistes vont employer pour concevoir leurs œuvres. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter durant les visites, qui est un événement marquant chez Lichtenstein, puisque à l'origine, et comme beaucoup d'artistes du mouvement, il était plutôt héritier de l'expressionnisme abstrait. C'est une peinture qui était plutôt abstraite. Et à un moment donné, ses enfants vont le mettre un peu au défi de reproduire la vignette d'une bande dessinée où on voit Mickey et Donald Duck. Et c'est à ce moment-là justement qu'il va faire la première peinture dans laquelle il reprend littéralement une image qui est une image préexistante, une image imprimée. Et c'est un moment important pour lui, puisque justement, il va être un peu l'héritier des idées telles qu'on les voyait avec Jasper Johns. Il va prendre des images qui existent déjà et qu'il va juste reproduire. Et ça fait partie aussi du caractère ironique qu'on trouve dans le vocabulaire des artistes pop, puisqu'il y a une forme d'ironie à présenter des images qui viennent d'un milieu qu'on n'estime pas sérieux et en faire des grandes peintures. Et ici, justement, si au début, il s'inspire d'images qui existent déjà, eh bien rapidement, il va tout de même créer ses propres images qui sont inspirées justement ici du genre de romance un peu sentimentale, si ce n'est un peu mièvre peut-être qu'on retrouve dans des magazines, dans des journaux, et qui justement aussi a la qualité d'être tout simplement des images qui sont très parlantes. Le titre de l'œuvre c'est Thinking of Him, donc en pensant à lui, et c'est typiquement un titre et une image qui nous permet aussi d'imaginer toutes sortes d'histoires, toute une narration qui peuvent aussi accrocher tout simplement le spectateur. Et justement, en parlant des spectateurs, il y a une question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est est-ce qu'il y a un lien entre les pleureuses de Pablo Picasso et justement ces représentations de femmes qui pleurent, qui sont très courantes chez Lichtenstein. On voit vraiment souvent ces femmes en train de pleurer. Est-ce qu'il y a une inspiration? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors, vis-à-vis des femmes qui pleurent exactement, concrètement, je ne sais pas si c'est un motif qui est justement repris de ces romances qu'on voit, qui est répété, mais on peut très bien faire un lien avec Picasso, ça marche très très bien, parce qu'à un moment donné, Lichtenstein va dire cette phrase qui est marquante, il va dire j'ai vulgarisé Picasso. Et justement, ça c'est aussi quelque chose de très important, parce qu'elle rattache, mine de rien, le pop art à l'histoire de l'art. On pense souvent au pop art comme
des anti-artistes un peu. Ce sont des artistes qui se revendiquent comme les héritiers de mouvements comme Dada, par exemple, donc une vocation un peu anti-art presque. Mais Lichtenstein le dit très bien, il dit, en fin de compte, Picasso, à un moment donné, va vulgariser Delacroix, et après tout, moi, je ne fais aussi que vulgariser Picasso, donc c'est aussi une sorte de continuité, une sorte de manière caractéristique qu'a l'histoire de l'art de se construire et d'évoluer. Et puis, évidemment, juste pour finir avec Picasso, le lien avec les cubistes est très important, puisqu'on parlait du collage tout à l'heure, avec l'intérieur ou la nature morte de Wesselmann, et bien justement, le collage est directement venu des cubistes, qui seront les premiers à justement développer cette technique. Que les Dada vont sublimer. Exactement, et vont vraiment, oui. développer, c'est clair. Mais tu parlais, en parlant justement de cette image qui vient des cartoons, de Rosalind Drexler, qui est quand même un caractère plus engagé. Je dirais que quand même, ce caractère engagé, ce n'est pas ce qu'on retrouve partout. On est dans les années 60, il y a aussi un moment qui est vraiment un moment de célébration, je dirais. Et donc, on parlait du désir, du plaisir, et bien c'est justement un moment où on va voir des artistes comme Marjorie Strider, par exemple, c'est un bon exemple, je pense, qui vont s'attacher à briser un peu la représentation classique, traditionnelle que l'on voit dans l'histoire de l'art, où justement c'est plutôt un homme, donc plutôt un fantasme masculin. Typiquement dans l'histoire de l'art, un sujet qu'on retrouve, c'est celui des odalisques par exemple, où justement la femme, dans sa représentation, a un rôle beaucoup plus passif. Et justement, beaucoup d'artistes de cette génération vont s'attacher vraiment à faire des représentations qui vont être volontairement extrêmement provocantes aussi, du plaisir et du désir féminin. C'est ce qu'on voit avec Strider, mais c'est aussi quelque chose qui caractérise par exemple l'œuvre de Wesselmann. Tout à fait. Effectivement, vous êtes dans une période aussi où les femmes, dans les années 60, se libèrent sexuellement, se libèrent dans la mode, etc. Donc, quand une artiste femme comme Marjorie Strider représente cette œuvre, il y a une façon finalement de parler de son propre plaisir, de son propre désir. Donc, c'est vrai que le regard qu'on a sur ces œuvres n'est pas tout à fait le même que lorsque c'est un homme qui a créé cette œuvre. Et d'ailleurs, peut-être que ça vaut la peine aussi de citer l'origine de cette œuvre, parce que c'est vrai que nous, on la découvre, on la voit, on voit le caractère provoquant, peut-être un peu subversif dans l'image. Il y a un côté très provoquant, oui, effectivement, avec cette bouche en relief comme ça, qui est en creux, vraiment, oui, et qui renvoie pour le coup vraiment. Donc c'est une imagerie qui est aussi facilement identifiable par un spectateur des années 60, parce qu'elle renvoie vraiment à des panoptiques qu'on peut voir dans les fêtes foraines, où justement il y a des grandes peintures avec des orifices dans lesquels les spectateurs sont invités à lancer des boules pour justement accumuler des points et puis remporter toutes sortes de lots. Et d'ailleurs, le titre de l'œuvre ajoute aussi une forme de poids sur ce plan, parce que le titre c'est Welcome, donc bienvenue, avec cette bouche justement qui est béante, bien ouverte comme ça, et qui justement choquait aussi une Amérique qui demeurait profondément puritaine aussi dans les années 60. Une touche un peu humoristique peut-être aussi finalement, de la part de l'artiste. L'humour est un ingrédient vraiment central dans l'histoire du mouvement. On le retrouve chez beaucoup d'artistes, ça c'est très important. Oui, tout à fait. Oui. Mais d'ailleurs, en parlant d'artistes femmes, on peut aller voir Yayoi Kusama, qui est une des figures majeures de l'art contemporain et qui est d'ailleurs encore en vie, qui est une artiste qui a considérablement marqué l'histoire de l'art, avec notamment des performances qui ont ébloui à ce moment-là le monde entier, qui étaient particulièrement, qui sortaient un petit peu du commun. Hein. Je pense notamment à cette performance quand elle s'est invitée à la Biennale de Venise et qu'elle avait plein de boules autour d'elle qui reflétaient le visage des visiteurs. Ils étaient invités à acheter leur propre narcissisme. Et en même temps, c'était l'œuvre, le nom de l'œuvre. C'est ça, exactement. Et en même temps, elle dansait un petit peu et il fallait donner $1 à l'artiste pour récupérer cette boule dans laquelle vous pouvez voir votre propre visage. C'est quelqu'un qui a aussi de l'humour, hein, finalement, Yayoi Kusama, et notamment avec cette œuvre. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer justement, bien sûr. Alors justement, ce qu'on voit ici dans cette salle, et ça c'est vraiment dans la volonté aussi des commissaires, ça a été de choisir plusieurs artistes femmes, justement. Et Kusama, on l'associe au mouvement pop, mais c'est aussi quelqu'un qui a un univers qui est vraiment propre, qu'on reconnaît, typiquement justement avec cette trame en poids qu'on retrouve partout dans ses œuvres, mais qui renvoie à plusieurs plans chez elle. Je dirais que c'est une artiste qui est très épaisse dans son travail. L'œuvre s'appelle Self-Obliteration. On pourrait traduire ce mot qui est vraiment une idée centrale dans son travail par effacement de soi. Oui, effacement de soi. Et dans laquelle justement elle prend des mannequins, donc on reconnaît très bien, de vitrines, qui sont dans cette disposition, cette scène qu'on pourrait décrire comme étant une scène domestique, et qu'elle vient recouvrir avec cette trame en poids qui caractérise son travail et qui renvoie à plusieurs idées, mais je dirais que les idées centrales à laquelle elle revoit, c'est d'une part les problèmes psychiatriques qu'elle a, parce que Yayoi Kusama raconte que depuis son enfance, elle voit des trames en poids qui se répètent partout dans l'espace. Et donc, dans son travail, il y a une valeur ou une qualité thérapeutique qui renvoie à cette idée de
effacement de soi. On est, après tout, dans son existence, un poids parmi des milliards d'autres poids. Et ici, typiquement, avec l'emploi de ces mannequins qui sont recouverts de ces poids, l'idée que la femme, de par la fétichisation qu'on voit vraiment dans les années 60, par la publicité aussi, eh bien, se retrouve à la fois dans une sorte de camisole, j'ai envie de dire, physique comme mentale, spirituelle, si on veut. Et donc, oui, ouais. tout à fait. Il y a une dimension, je dirais, et ça c'est quelque chose sur lequel il faut insister, il y a une dimension assez intime et personnelle avec le travail de Yayoi Kusama, ce qui n'est pas tellement le cas par exemple de Tom Wesselmann ou encore d'Andy Warhol, de Lichtenstein. L'art du pop art n'est pas un art de l'intimité. Alors que Yayoi Kusama, elle va plus aller dans des thématiques qui sont liées justement aux problèmes psychologiques, comme tu viens de l'expliquer, avec ses hallucinations, etc. Donc on est sur un art où il faut un peu plus comprendre l'artiste, connaître l'artiste pour avoir justement toutes ces dimensions qui sont un petit peu plus cachées. Mais justement, en parlant d'un art un peu intime, on peut peut-être aller voir Marisol, qui elle, justement, pointe aussi... qui a un caractère franchement engagé aussi. Qui a un caractère assez engagé et qui parle de sa propre réalité, de sa propre condition, donc notamment en tant que femme artiste, et qui ici nous présente une caricature de John Wayne. Alors là aussi, ça c'est très important et symbolique dans le pop art. Les grands acteurs et grandes actrices du cinéma hollywoodien sont considérablement représentés. Et même globalement, je dirais, les célébrités sont vraiment directement associées au pop art, notamment avec Andy Warhol, mais ça on va revenir dessus dans un instant. Et concernant John Wayne, alors pourquoi cette caricature? Eh bien tout simplement, Marisol a reçu en 1962 une commande du magazine Life qui allait dédier tout un article élogieux à John Wayne. Et elle a pensé à cette sculpture en bois. Pourquoi du bois? Déjà, ça c'est assez intéressant. Elle a choisi du bois parce qu'elle associait ce matériau à la personnalité de John Wayne, qui était quelqu'un d'assez rigide, assez strict. Donc elle fait un lien comme ça entre les deux. Ça c'est assez intéressant parce que c'est une caricature finalement qui est assez implicite. Hein. Quand on la regarde, on ne pense pas tout de suite à une caricature, c'est quand on décortique un petit peu. Et pourquoi cette caricature? Eh bien parce que à ce moment-là, John Wayne, il a des propos qui sont assez controversés aux États-Unis et qui vont beaucoup choquer. Notamment, il va expliquer que les États-Unis, c'est un pays qui doit comme imposer sa culture, sa façon de vivre aux autres pays, que ce serait comme un pays élu, un peuple qui est plus civilisé. Donc il va avoir comme ça beaucoup de propos qui vont choquer. Et d'ailleurs, vous le savez sûrement, mais John Wayne, on lui a proposé la présidence au Parti républicain, mais ce sera son ami Ronald Reagan, qui est également acteur, qui va accepter cette proposition. Et donc, elle va comme ça le caricaturer en représentant son visage sur les 4 faces, avec des toutes petites mains. Il y a 3 mains au total pour signifier le mouvement de l'autre côté, avec justement le pistolet, puisque comme il incarne des cow-boys au cinéma, elle l'a bien vêtu comme ça de son pistolet, des bottes de cow-boy, du jean, etc. Et vous avez les mains qui sont particulièrement petites. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a moulé ses propres mains. Donc là aussi, on va un peu plus dans la caricature, puisque John Wayne, cet homme qui est normalement assez imposant, assez grand, etc., il se retrouve avec des toutes petites mains. Et vous avez aussi bien sûr ce cheval qui est assez statique, qui ne bouge pas et qui fait un petit peu une comparaison avec un enfant qui serait sur un cheval de bois dans un carrousel en train de jouer. Ce qui est vraiment une œuvre pleine d'humour en fin de compte, parce qu'il faut garder à l'esprit aussi que John Wayne en fin de compte incarne le rôle de cow-boy dans tous les westerns des années 60, donc c'est aussi une figure qui incarne une figure de virilité, je pense, et c'est aussi l'un des aspects que Marisol tourne franchement en dérision dans cette œuvre, avec cette construction en bois de cette espèce de pantin du coup, qui renvoie aussi à l'idée qu'en fin de compte un acteur, comme le cinéma après tout, est aussi une construction par laquelle on véhicule des idées, si ce n'est même des idéologies d'une certaine manière. Tout à fait, et où on peut être également prisonnier de sa propre image. C'est le cas notamment de Marilyn Monroe, dont on peut justement parler. Oui, bien sûr. Marilyn Monroe, de toute façon, je pense que c'est l'une des œuvres stars vraiment de l'exposition. Si ce n'est l'œuvre star, d'ailleurs. De toute façon, voilà, il y a cette phrase caractéristique. Quand on parle du pop art, on décrit souvent Warhol comme le pape du pop art. Et cette œuvre est aussi très forte pour plusieurs raisons. D'une part, Marilyn Monroe, c'est vraiment une figure passionnante sous plusieurs aspects. On parlait beaucoup, voilà, tu as parlé de la seconde vague de féminisme, on parle d'émancipation du plaisir, du désir, mais d'émancipation aussi de la femme. Et justement, ce qui fait de Marilyn Monroe une figure aussi iconique, c'est qu'à l'origine,
l'origine, c'est une pin-up. On n'a pas encore parlé de cette iconographie qui sera quand même extrêmement fertile et présente dans tout l'univers du pop art. Mais c'est une pin-up qui, par la suite, deviendra actrice, justement parce que des GI vont réclamer qu'elle tourne dans un film. Donc c'est pour cette raison qu'elle tournera dans son premier film. Et on voit l'histoire de cette femme qui, à la fois, est une personne qui recherche une forme d'émancipation personnelle, individuelle, en tant que femme aussi, et qui finira complètement par être instrumentalisée aussi par les studios hollywoodiens qui aboutiront à son probable suicide au moment de ses 36 ans. Et justement, Warhol, qui était vraiment connu pour cette obsession qu'il avait pour la mort et la célébrité, prend cette figure qui est vraiment une figure iconique des années 60. Et cette œuvre, bon, à mon avis, est assez intéressante sur plusieurs plans, parce que c'est vrai qu'on parle de la figure de l'icône en elle-même, on n'a pas encore parlé tout à fait de sa technique. Et l'une des raisons, à mon avis, qui font que Warhol ou Lichtenstein encore soient des figures aussi connues et reconnues, ceci à cause de leur rapport à l'image. Parce que si Lichtenstein prenait des images ou créait des images qui se référaient à une iconographie qu'on reconnaissait, la stratégie de Warhol, c'est vraiment de prendre des stéréotypes, des images, des icônes que l'on reconnaît d'emblée. Donc il reprend toujours des photographies. Ici, la Marilyn telle qu'on la voit, c'est justement celle d'une photographie pour la promotion du film Niagara, dans laquelle elle tournera à un moment donné. Un des seuls rôles où elle joue une méchante, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais un rôle de femme fatale, tout de même. Oui. Et ce qui caractérise l'œuvre de Warhol, c'est la sérigraphie. Et ça, c'est très important, parce que la sérigraphie, c'est une méthode de production mécanique, si ce n'est industrielle, justement, qui permet de produire en série des œuvres. Et ça renvoie vraiment à une idée centrale qui caractérise le mouvement. C'était cette idée qui apparaissait déjà avec Jasper Jones, c'était l'idée de distance qu'il fallait que l'artiste ait par rapport à l'œuvre. Donc une forme de distanciation. Warhol, c'était quelqu'un qui rêvait vraiment d'induire ou d'inclure cette forme de mécanisation dans l'œuvre, pour justement pouvoir produire les œuvres en série. Il dira qu'on est passé d'une civilisation, d'une société qui était par le passé artisanale, à une civilisation, une société qui est pleinement industrialisée, et qu'il n'y a donc pas de raison que l'œuvre d'art n'échappe pas à cette forme de mécanisation. Et ça, c'est hyper important, parce que ça va avoir beaucoup d'influence sur l'esthétique de beaucoup d'artistes du pop. Et chez Warhol, c'est aussi très important, puisqu'il emploie la sérigraphie, donc on utilisait plutôt pour imprimer en série beaucoup d'affiches. C'est ce qu'on retrouve comme technique avec laquelle on imprime des t-shirts, par exemple, aujourd'hui. Mais chez lui, il y avait aussi un attachement pour l'erreur qui pouvait être induite par l'impression sérigraphique. C'est un écran, une trame en soi qui laisse passer de l'encre, et parfois les pores de la trame se bouchent, ce qui fait qu'en fin de compte, il y avait aussi la possibilité d'inclure certaines erreurs qui donnaient une certaine forme de valeur ou un caractère unique à un objet qui se voulait tout de même produit en série. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans son esthétique, dans sa philosophie ou sa pensée de l'œuvre. Pour Warhol, il fallait aussi qu'il y ait un impact de la part de l'œuvre vis-à-vis de la manière dont on regarde les choses, dont on les perçoit, et la faillibilité technique, d'une certaine manière, donnait un caractère touchant, tout simplement, presque émouvant, j'ai envie de dire, parce qu'on pouvait voir un objet ou quelque chose qui résistait d'une certaine manière à cette mécanisation à laquelle elle était soumise. Et cette idée de hasard heureux, d'accident est très importante chez lui, et c'est ce qui donne aussi d'autant plus de valeur à cette toile en particulier. Les toiles de Warhol qui représentent Marilyn Monroe, il y en a beaucoup, mais celle-ci s'appelle Shotted Blue Sage Marilyn, et le shotted qui vient avant se réfère à une anecdote que Warhol aimera beaucoup raconter par la suite, dans laquelle une artiste qui s'appelle Podber, c'est son nom de famille, j'oublie son prénom, mais qui va venir visiter Warhol avec son appareil photo autour du cou et qui dira à Warhol, l'air de rien, « Can I shoot ?» Donc littéralement, est-ce que je peux shooter, est-ce que je peux prendre en photo, on pense plutôt. Et quand Warhol va lui dire oui, elle va sortir un pistolet de sa poche et va tirer sur les toiles, les Marilyn, qui étaient disposées les unes devant les autres. Vous avez encore une trace d'ailleurs ici, juste au-dessus du sourcil. Qu'on voit à peine d'ailleurs. L'impact de la balle. Et Warhol va adorer cette histoire, parce que justement, il dira par la suite qu'il aura maquillé Marilyn, et ça va donner d'autant plus de valeur qui renvoie à cette idée de l'accident heureux ou du hasard dans un processus qui pourtant se voulait mécanique, tout simplement. Oui, et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir à quel point Andy Warhol a encore plus iconisé cette figure qu'est Marilyn Monroe, c'est-à-dire que quand elle décède dans des circonstances étranges à 36 ans seulement, au sommet de sa carrière, au sommet de sa célébrité, il y a un deuil national un petit peu qui se fait. Elle est déjà une icône à ce moment-là, mais aujourd'hui, l'héritage du XXIe siècle, ça va être notamment ces œuvres d'Andy Warhol qui font de Marilyn Monroe encore plus une icône et qui est vraiment cristallisée, figée dans le temps. On a donc Andy Warhol qui est une icône, Marilyn Monroe qui est une icône, et cette œuvre-là également en devient une. Ce qui est assez amusant pour un mouvement qui avait la vocation aussi d'être iconoclaste, qui va employer l'icône comme stratégie.
mais dans cette volonté tout de même qui était l'idée d'iconoclasme, qui était de détruire l'idée ou l'opposition entre le bon goût et le mauvais goût. Mais peut-être qu'on peut, en parlant d'icône, se rapprocher de l'œuvre de Marjorie Strider, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une œuvre qui se réfère justement à cette icône des pin-up, et je pense que ça vaut la peine d'en parler un peu plus en détail. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce qu'on déjà on abordait un petit peu cette question justement de la représentation de la femme à travers le regard d'une femme, puisqu'il s'agit là également de Marjorie Strider. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on peut parler justement de cet enrichissement de la classe moyenne aux États-Unis, hein, on en a déjà un petit peu parlé avec la société de consommation, avec l'abondance, les 30 glorieuses, etc. Et comment est-ce qu'on le voit simplement avec cette œuvre? Eh bien, regardez la couleur de peau de cette femme, elle a le teint allé, c'est-à-dire qu'elle est allée au soleil, elle a pu profiter de ses vacances, etc. Et ça, c'est tout nouveau. À ce moment-là, dans les années 50-60, on montre qu'on a les moyens d'aller au soleil, on montre qu'on a les moyens d'aller en vacances et que donc on est bronzé. Donc il y a aussi un petit peu une nouvelle façon de vivre. Hein. Et puis surtout l'apparition du bikini. Ça, c'est une explosion un petit peu dans la mode à cette époque. Je te laisse un petit peu développer dessus. C'est vrai que j'aime beaucoup parler de cet aspect parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le pop art, c'est aussi un mouvement qui est vraiment en symbiose avec la période qui va le voir naître. Cette fétichisation dont on a déjà parlé des corps et des objets, en fin de compte, on la retrouve dans la publicité. Et là, on a justement cet objet qui se détache, donc l'élément qui est provoquant aussi dans cette peinture, c'est la manière dont Marjorie Strider met en relief ses poitrines. Et donc ce bikini jaune aussi qui le fait ressortir d'autant plus. Qui est très voyant. Oui, clairement, oui. Ostentatoire, provoquant, encore une fois, comme avec l'œuvre qu'on voyait tout à l'heure. Mais l'histoire de bikini ou du bikini est très intéressante, je trouve, parce qu'elle parle très bien de cette cohérence ou quasiment cohésion entre plusieurs éléments qui construisent le langage du pop art, puisque le bikini, à l'origine, c'est une invention d'un ingénieur automobile français, ce qui vaut la peine d'être mentionné probablement, qui avait l'ambition de créer le plus petit maillot de bain au monde dans les années 50. Il avait un concurrent direct qui avait créé un maillot qu'il avait appelé l'Atome, et ce monsieur décide d'inventer ce modèle qu'il appelle le bikini, puisque le bikini, en fait, se réfère au nom de l'atoll dans lequel les Américains faisaient aussi leurs expérimentations, leurs essais nucléaires durant les années 60. Et on voit justement cet héritage qui apparaissait déjà à partir de la Seconde Guerre mondiale. Les pin-up, juste pour revenir dessus, c'était vraiment une politique de l'armée américaine qui véhiculait, qui diffusait des images justement qui avaient un caractère sexy mais chaste. On rappelle que les magazines érotiques pornographiques n'existaient pas aux États-Unis, il faut attendre le milieu des années 60. Justement, pin-up, on l'oublie aussi, on n'est pas forcément au courant, mais ça veut dire littéralement image épinglée, image punaisée. C'est un terme qui était inventé par les GI, et donc il y avait un caractère aussi potache dans l'emploi de ce mot. Et par la suite, les GI, les premiers, vont détourner cette image. On va la retrouver dans le nez des avions, par exemple, de manière assez obscure, si ce n'est presque cynique, j'ai envie de dire, sur les bombes atomiques. Et justement, cette image parle très bien de la manière dont on va faire des associations entre pulsion de feu et pulsion sexuelle, j'ai envie de dire. Donc ce caractère ambigu, sensuel, ici poussé à son comble tout de même, est très fortement présent dans tout le vocabulaire plastique des artistes du mouvement pop. Et donc, juste pour faire un autre parallèle, par exemple, avec la bombe, vous avez dans la même salle ici des œuvres de Kiki Kogelnik qui emploient très bien la bombe aussi. Il y a deux œuvres où on la retrouve représentée et dans laquelle on retrouve aussi l'idée de fragmentation du corps. Et on peut faire un lien avec l'œuvre de Kusama encore qui représente les mannequins, le corps en tant que fragment, et puis la fétichisation caractéristique du corps de la femme par la publicité, par l'art et la société des années 60. Qui, en fin de compte, n'en demeure pas moins profondément patriarcal, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et il y a un mot que tu viens d'utiliser que je trouve très intéressant, c'est le mot de la publicité, parce que c'est vrai que finalement, on n'en a pas tant parlé que ça pour le moment, et pourtant, on ne peut pas parler de pop art sans parler de publicité. Et c'est là où justement, on va pouvoir un petit peu se déplacer vers les œuvres des natures mortes de Tom Wesselmann. Donc peut-être qu'il est bon de rappeler un peu ce que c'est qu'une nature morte, puisque forcément, c'est un terme qui est quand même assez précis. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, au XVIIe siècle, il y a eu une liste qui a été inventée qu'on appelle la hiérarchie des genres, c'est-à-dire qu'on va classer du plus noble au moins noble les genres picturaux. Vous avez tout en haut la mythologie, l'histoire, ensuite vous avez le portrait, le nu, enfin vous avez la scène de genre, le paysage et la nature morte. Alors, qu'est-ce que c'est que la nature morte? Eh bien tout simplement, ça va être une table sur laquelle se trouvent des fruits, des légumes, plus ou moins en décomposition, avec également des animaux qui peuvent être morts, enfin qui sont en tout cas morts,
et qui vont être voués à être consommés au dîner ou autre. On attribue traditionnellement à la nature morte une dimension, je dirais, assez philosophique qu'on appelle le memento mori, qu'on va traduire par « souviens-toi que tu vas mourir ». Autrement dit, ça signifie que lorsque vous êtes devant une nature morte, vous devez avoir une sorte d'humilité en tant qu'être humain et vous dire, tout comme ces fruits, tout comme ces animaux, moi aussi un jour, je vais retourner à la terre, moi aussi un jour, ma jeunesse va partir, ma beauté va flétrir. Donc il y a une forme comme ça d'humilité. Tom Wesselmann, comme l'a expliqué tout à l'heure Esteban, au début de sa carrière, il se dit « je vais faire justement comme les artistes d'antan, je vais reprendre cette hiérarchie des genres, je vais explorer le nu, la scène de genre, le paysage et la nature morte, mais je vais les américaniser. » Eh bien, c'est exactement ce qu'il vous fait ici. Vous avez une nature morte américanisée. Mais est-ce que vous y retrouvez le memento mori? Eh bien non, c'est absolument tout l'inverse. Tom Wesselmann nous fait une ode à la vie. C'est justement une incitation à la consommation, une incitation au plaisir. Vous n'avez qu'une envie en visitant cette exposition, en regardant les œuvres de Tom Wesselmann, notamment ses natures mortes, c'est de tendre la main, de goûter ses brioches, de goûter ces bouteilles de Coca-Cola, de la décapsuler et de vous désaltérer. Et vous voyez qu'elles sont encore en train de suinter, il y a encore des gouttes qui sont dessus, donc ça signifie qu'elles viennent de sortir du frigo. Donc si vous avez envie de boire comme ça, vous pouvez simplement tendre la main. Et justement, ces publicités, elles ont un lien direct avec ces natures mortes. Pourquoi? Eh bien, notamment ce format qui est lié aux billboards, donc c'est-à-dire les grands panneaux publicitaires que vous avez au bord de la route. Mais pas seulement. Quand on s'approche, on constate que finalement, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont peints, mais qu'il y en a beaucoup qui sont collés. C'est ce que Esteban expliquait un petit peu tout à l'heure. Et pourquoi ces éléments collés? Eh bien, tout simplement parce que Tom Wesselmann a eu cette intelligence d'envoyer des lettres à des entreprises dans lesquelles il leur expliquait de ne surtout pas jeter les affiches publicitaires, qu'il allait les récupérer. Donc Tom Wesselmann se retrouvait avec toutes ces affiches publicitaires et dedans il allait découper des motifs qu'il allait ensuite coller sur ces grandes œuvres qui sont elles aussi un lien direct avec les affiches publicitaires qu'il vient de récupérer. C'est la raison pour laquelle l'encre est d'excellente qualité et même le papier, puisque c'était des affiches publicitaires qui étaient vouées à être dehors, donc à résister aux intempéries, au soleil, etc. Et il y avait vraiment une collection d'ailleurs de ces publicités. Et pour continuer d'ailleurs avec cet amour et cette fascination pour la publicité, je pense que c'est Warhol qui en parle le mieux, parce que Warhol c'était quelqu'un qui disait que son moment favori quand il regardait la télévision, c'était les publicités. Il disait aussi que les publicités étaient pour lui une forme d'art, une nouvelle forme d'art. Et il disait aussi, et ça c'est très important je pense pour tout l'esprit des artistes du pop art, que si les publicitaires parvenaient à créer des images fortes et séduisantes, et la séduction et la sensualité c'est un ingrédient très important dans le vocabulaire des artistes du pop art, eh bien, les artistes avaient forcément quelque chose à apprendre du pouvoir ou de la force de ces images. Tu parlais aussi de cette hiérarchie, l'un des autres éléments, enfin dans l'histoire de l'art, mais l'un des autres éléments, c'est justement cette échelle dont tu as parlé aussi, mais on se rappelle que justement la nature morte était plutôt petite, et là on retrouve justement cet inversement qui avait aussi pour vocation, chez Wesselmann, de donner de l'impact, de la force à toutes ces images. Et puis, pour reconnecter avec cette dimension sensuelle qu'on a retrouvée en filigrane un peu partout, parce qu'on a parlé de la figure féminine, on la retrouve beaucoup chez les objets aussi. Ça, c'est quelqu'un, enfin, plusieurs artistes en parlent très bien. Ce n'est pas un hasard si tous ces artistes vont justement prendre l'objet comme sujet dans leur travail. Oldenburg, par exemple, c'était quelqu'un qui disait que dans les objets, il y avait déjà un caractère anonyme, universel, on les employait au quotidien, mais qui avait aussi un rapport tactile, si ce n'est quasiment sensuel, du coup, avec les objets. Et ça, c'est une idée qui est très importante aussi, puisque beaucoup d'artistes vont faire appel à cette idée de sensualité dans leur travail. Wesselmann, qui justement est vraiment dans la célébration pour le coup, il va raconter qu'à la fin des années 50, il rencontre sa seconde épouse, il vit lui-même une révolution sexuelle, et il va justement s'attacher dans toutes ses œuvres à donner un caractère de tension sensuelle, érotique. Ici, on le retrouve justement par l'emploi des publicités qui s'attardent beaucoup, qui travaillent beaucoup avec justement la cosmétique, donc justement le rendu tactile qui est donné aux objets, aux choses qui nous touchent, du coup, qui nous touchent même inconsciemment dans notre sentiment de sensualité. Là, on parle des objets, mais peut-être que tu peux dire quelque chose à propos de ce qu'on découvre aussi par la suite dans l'exposition. Justement, c'est un très bon lien à faire, puisque là, nous avons surtout exploré ensemble un petit peu ce qu'est le pop art et par-ci par-là quelques œuvres de Tom Wesselmann. Mais surtout, Tom Wesselmann, il est très connu pour une série qu'il appelle les Great American Nude. Mais ça, il faudra venir à la Fondation Louis Vuitton pour les voir aux étages du dessus.
Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On espère vous avoir donné plein d'informations et vous avoir donné envie de venir visiter cette exposition sur le pop art et Tom Wesselmann. Merci beaucoup.